Notre invité d'aujourd'hui par visioconférence est l'ancien Premier ministre Evans Paul, qui s'exprime un mois après l'assassinat du président Jovenel Moïse. Nous allons faire un tour de la situation avec lui. Bonsoir, Monsieur le Premier ministre. Bonsoir, Monsieur Clan, et bonsoir aux téléspectateurs, téléspectatrices de Télémétropole. Monsieur Evans Paul, vous faites le constat amer qu'aujourd'hui en Haïti, même le droit de naître nous est refusé. Un peu plus d'un mois après l'assassinat du président Jovenel Moïse, à mon sens, deux questions essentielles se posent. La première est où en est l'enquête sur l'assassinat, et la seconde, quelle solution de sortie de crise avons-nous en perspective? Alors commençons par la première. Comment voyez-vous l'évolution de l'enquête? Je dirais très compliqué. Il y a beaucoup de doutes, beaucoup de suspicions. C'est dans l'habitude des Haïtiens. Nous ne faisons pas confiance à nos institutions. Malheureusement, nos institutions sont faibles et font preuve d'amateurisme. Et c'est la première fois que nous sommes en train, depuis un siècle, à traiter un dossier aussi complexe, le dossier de l'assassinat du président Jovenel Moïse, qui est un crime transnational. Alors, ça va être compliqué pour la justice haïtienne et ça va être aussi une situation qui entraînera beaucoup de doutes dans l'esprit des Haïtiens. Même la confiance dans la police aujourd'hui en a pris un coup, mais quand même, il y a le FBI sur place, il y a le Homeland Security, il y a des Colombiens qui ont envoyé des spécialistes, et malgré tout, aujourd'hui, il y a 44 arrestations, ce qui est un chiffre important, mais il n'y a encore aucune mise en accusation, et on n'a absolument aucune idée aujourd'hui, en tous les cas aucune idée certaine, de qui est ou qui sont les auteurs intellectuels de ce crime. C'est la question fondamentale. On a pu identifier des exécutants, oui, ou bien quelques exécutants, ou bien certains exécutants, mais jusqu'à présent, et la population haïtienne, le monde entier, parce que c'est un crime qui intéresse le monde entier. Jusqu'à présent, ce n'est pas clair. Et les gens qui ont payé, les gens qui ont commandité ce crime. On attend encore à identifier ces gens et c'est très important pour la crédibilité de l'enquête. Oui, non, tout à fait. D'autant plus que les réseaux sociaux sont pleins d'accusations plus formelles les unes que les autres. Il y a beaucoup de têtes de Turcs, si j'ose l'expression, aujourd'hui, qui sont montrées du doigt comme étant les auteurs intellectuels, alors qu'il n'y a encore aucune preuve et aucun résultat. Et là, c'est très mauvais. Il faut éviter d'utiliser le cadavre pour régler des comptes politiques. Bien sûr. Bien pour mener des batailles d'intérêts, des rivalités. Alors, c'est très dangereux pour l'aboutissement de cette enquête cruciale. Voilà. Alors, les gens doivent avoir la sagesse de laisser les autorités concernées face à leur travail. Tout à fait. Maintenant, il semble bien que l'assassinat du président Jovenel Moïse ait créé une forme d'électrochoc parmi les politiciens qui, finalement, se sont rendus compte de la nécessité, et comme vous le dites depuis des temps et des temps, la nécessité du vivre ensemble, donc de s'asseoir, de dialoguer. Mais il en résulte qu'il y a aujourd'hui 50 différentes solutions de sortie de crise
chacun y va de son petit numéro, de sa petite solution, et on ne voit pas encore d'ensemble. Comment est-ce que vous voyez cette question? Il y a eu le texte des 4 universitaires avec Bernard Gousse, qui était un texte presque exhaustif sur la question. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de provision constitutionnelle pour répondre à la situation dans laquelle nous nous trouvons. Qu'est-ce que vous proposez, vous? Comment est-ce que vous voyez la question de cette sortie de crise? Bon, ces multiples propositions de sortie de crise traduisent la situation justement de la crise dans laquelle nous nous trouvons depuis quelque temps. C'est la manifestation de la crise. Nous n'avons pas de repère, c'est-à-dire on peut toujours avoir de multiples propositions, mais il n'y a pas une instance pour trancher. Et c'est ça la crise haïtienne. C'est une crise institutionnelle. Il n'y a pas de référence institutionnelle pour traiter les problèmes. Alors là, nous sommes dans une ambiance complexe. Il va falloir beaucoup de sens, de responsabilité, de pondération des uns et des autres pour arriver à un minimum d'entente. À mon avis, dans une situation d'exception. Et il faut faire en sorte que cette situation d'exception ne perdure et qu'on en profite pour jeter les bases d'une solution définitive qui passe par le mécanisme devant conduire à l'organisation des élections le plus vite possible. Est-ce que cela implique, comme beaucoup l'ont suggéré, qu'un président provisoire soit nommé, d'après vous? Bon, c'est une option, mais là encore, c'est un élément de la habilité pour Dieu à nommer un président de la 2016 avec l'avènement du président. Est-ce qu'on peut demander à un premier ministre de nommer un président? Il y a tellement de divisions dans cette société. On parle d'accord politique. L'accord, c'est entre qui et qui. Il y a tellement de partis politiques. Tous les secteurs d'activité, tous les secteurs sociaux sont déchirés, les partis politiques, le secteur des affaires. Il y a beaucoup de discussions, mais il n'y a pas vraiment de mécanisme clair de solution. Alors, à mon avis, il faut faire en sorte d'un gouvernement d'exception. Ce n'est pas le gouvernement idéal. Il faut doter ce gouvernement de pouvoir de contrôle et d'aider ce gouvernement à adopter ce qu'on appelle couramment une feuille de route et finalement de nous mettre d'accord sur la durée de vie de ce gouvernement intérimaire. Alors pour moi, il faut vivre avec ce que nous avons. Il faut faire le constat que nous sommes dans une impasse et faire en sorte que nous puissions sortir de cette impasse et que la situation du pays trouvera une meilleure voie pour faire avancer les choses. Pour les Haïtiens. Oui. À la fin de votre texte, Monsieur Paul, vous écrivez « Le pays se trouve face à l'obligation d'instaurer un véritable climat du vivre ensemble ». Mais peut-on instaurer un climat du vivre ensemble? Est-ce que le vivre ensemble n'est pas le résultat d'un chita-palais, de discussions avec une majorité d'acteurs? Le vivre ensemble, c'est d'abord l'organisation de la société. C'est l'établissement de l'état de droit. C'est le bon fonctionnement de la justice. C'est une police qui soit capable d'assumer ses responsabilités. Le vivre ensemble, c'est la garantie du droit à la vie. Parce que après l'assassinat crapuleux du président Jovenel Moïse, je me suis posé la question, est-ce qu'en Haïti, on a le droit de vivre? Je fais référence à toute une série d'assassinats que nous avons connus depuis de nombreuses années en Haïti, depuis des dizaines d'années. L'assassinat, par exemple,
de Roger Lafontaine qui se trouvait dans sa cellule au pénitencier national et qui a été assassiné au moment du coup d'État en 1991. Je me rappelle de l'assassinat de l'avocat leader politique Yves Volel devant les locaux de la police nationale d'Haïti qui se trouvait là où est située actuellement la Cour de cassation. Alors, je pouvais citer plein de noms de personnes, une cinquantaine de personnes assassinées dans des conditions, je dirais, spectaculaires. Et le président Jovenel Moïse, c'est le dernier en liste. Alors là, il faut vraiment poser la question du droit de vivre en Haïti. Il faut vraiment instaurer ce climat qui nous permette de vivre ensemble, de vivre dans la paix, de vivre dans le respect de la loi. Alors, il y a encore un autre aspect que j'avais abordé récemment. Par Haïti, on n'a même pas le droit de naître parce qu'on a vécu l'expérience de cet enfant assassiné dans le ventre de sa mère le jeudi 5 août dernier. Alors, ce sont des choses qui nous poussent à réfléchir sur l'ambiance délétère dans laquelle se trouve notre pays depuis de nombreuses années. Bon, pour terminer, M. Evans-Paul, en un mot, si vous aviez le pouvoir d'imposer une solution, qu'est-ce que vous feriez dès demain? Bon, nous sommes obligés de faire la concertation. Il faut concerter puisqu'il n'y a pas moyen d'agir, je dirais, très légalement. Et il faut faire le pèlerinage, il faut parler à tout le monde, il faut accepter de prendre le temps de discuter et avec différents secteurs et de constituer des forums. De la même manière que le Premier ministre l'a fait avec les anciens Premiers ministres, il faut faire la même chose avec d'autres secteurs. Le secteur des médias, par exemple, le secteur des droits humains, le secteur des affaires. Au-delà de trouver un accord, mais il faut concerter pour rassembler les meilleures idées capables de faciliter un consensus raisonnable pouvant nous permettre de sortir de cette impasse. C'est ça. Et plus précisément de créer des conditions favorables à l'organisation d'élections, car j'imagine que vous êtes de ceux qui pensent que le pouvoir ne doit être remis qu'à quelqu'un qui a été élu. Bien sûr, mais il faut créer les conditions de sécurité. Et ce sont des conditions, je dirais, fondamentales. On ne peut pas parler d'élections dans l'ambiance actuelle. Il faut aussi s'assurer que la justice fonctionne. Il y a plein de dossiers qui traînent, mais le dossier du président Jovenel Moïse devient un dossier particulier parce que c'était quand même le président de la République. Absolument, oui. Bien entendu. Bien sûr, bien sûr. Mais écoutez, Monsieur Evans-Paul, encore une fois, merci. Merci de vous être rendu disponible pour nous. C'est toujours un plaisir de vous avoir, même si c'est par visioconférence aujourd'hui, Covid exige. Merci, merci encore et bonne fin de journée. Merci beaucoup, Monsieur Klein. Bon travail, à bientôt. D'accord. Voilà, c'était l'ancien Premier ministre Evans-Paul que nous interrogions suite à la lettre qu'il a fait sortir et qui nous donnait son sentiment sur à la fois l'enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse et la situation difficile sur le plan politique dans laquelle nous nous trouvons, dans laquelle nous nous débattons aujourd'hui.